Avez-vous vu un film qui s'appelle Quémada? C'est un film de Gilles Pontécorvo, qui date des années 70. Gilles Pontécorvo, c'est un grand cinéaste méconnu, mais qui a fait la bataille d'Alger, longtemps interdite à propos de la guerre d'Algérie. Et Quémada, c'est l'histoire des esclaves qui se révoltent à Haïti. C'est un grand film hollywoodien. L'acteur principal est Marlon Brando. Non, je ne parle pas d'un petit film anecdotique. Hein. Et les esclaves se soulèvent. Les propriétaires terriens les tuent. Les esclaves se soulèvent encore. Les propriétaires terriens les tuent. Les esclaves se soulèvent encore, et comme ils sont plus nombreux, ils vont gagner. Il y a une réunion des propriétaires terriens, et ils se lamentent pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et Marlon Brando est l'agent anglais qui leur dit, mais enfin, arrêtez avec l'esclavage. Arrêtez. Réfléchissez 2 minutes. Ça coûte cher, les esclaves. Vous vous occupez des enfants alors qu'ils ne travaillent pas. Vous vous occupez des malades alors qu'ils ne travaillent pas. Et les vieux, ils sont encore dans les maisons là, alors qu'ils ne travaillent plus. Arrêtez de payer pour tout ça. Ça coûte cher. Faites-en plutôt des salariés. Vous les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Faites-les venir et payez-les à la tâche. Ils se démerderont. Vous allez faire des économies, vous allez voir. Et Marlon Brando emporte la conviction des propriétaires terriens. Alors au début, ça ne s'appelle pas des salariés d'ailleurs. Ça s'appelle des manouvriers, des tâcherons, des besogneux. Aujourd'hui, on dirait auto-entrepreneur pour faire moderne. Mais à l'époque, c'est ainsi que les esclaves ex vont être traités, virés. Allez dans les mornes, allez dans les forêts, et puis quand on vous fait signe pour la cueillette ou pour telle ou telle tâche, on vous fait signe et on ne vous paye qu'à la tâche. Donc ce qui est de vos enfants, de l'éducation, du toit, du logement, de la santé et de la retraite, c'est vous vous démerdez. Et c'est l'histoire du salariat que je suis en train de vous faire. Et aussi l'histoire de la Sécu. Parce qu'en fait, il a fallu se battre pour regagner ce que les esclaves avaient. Avec la liberté en plus. Mais la bataille après, de naissance du salariat, met beaucoup de temps. Au XIXe siècle, en France, c'est pas tellement le salariat. Hein. Même quand vous prenez Zola, Germinal, c'est pas des salariés. C'est la famille avec le chef de famille qui fait travailler sa famille et ses proches et qui les paye. Les canuts, c'est des auto-entrepreneurs. Ce ne sont pas des salariés. Pour gagner le statut du salariat, il va falloir des années. Des années. Le Code du travail, c'est 1910. Enfin, il commence avec la catastrophe de Courrières, hein, parce que c'est la plus célèbre. On est le 15 mars 1906. Il y a un coup de poussier, c'est 1099 morts. Et le patron refuse d'aller chercher les survivants dans les mines. Les gens disent... Et puis, 15 jours après, il n'y a pas BFM Télé pour prendre les... Mais 15 jours après, il y a 14 qui sortent de la mine. Et ça soulève l'indignation de tout le monde. Ça va être la grande grève des mineurs dans tout le pays. C'est Clémenceau. Et Clémenceau était un opportuniste, comme vous savez peut-être, qui d'une part va d'abord dire bravo aux mineurs, oui, et on va faire un ministère du Travail. Le ministère du Travail naît en 1906 à cause de ça. Avant, c'était une cellule dans le ministère de l'Économie. Et quand ils font le ministère du Travail, ils disent une chose très importante. Ils disent on va adapter les entreprises aux besoins des salariés. Et du coup, ils commencent à rédiger un code du travail, qui est dans les civilisations le texte le plus important. Le code du travail, c'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. C'est la garantie que dans l'activité essentielle des humains, il y ait de la dignité, des droits, de la protection et des équivalents qui permettent de manger, de se nourrir, d'avoir un toit, d'avoir une retraite, d'avoir une santé. Et le Code du travail commence à avoir les prémices de tout ce que nous allons avoir avec la sécurité sociale qu'Ambroise Croizat va mettre sur pied sur la base du programme du CNR après 1945. Mais on n'en est pas là encore, même en 1906 et 1910, quand le Code du travail naît. On a 3 millions de salariés. Il faut bien vous souvenir, le Front populaire de 1936
Il n'y avait même pas un tiers de la population active qui était salariée. Même pas un tiers. À la Libération en 1945, le salariat est toujours minoritaire. À peu près 45%, 55%. C'est pour ça que les commerçants, les artisans, tout ça se disent on ne veut pas la Sécu. Parce que ça ne va pas être solide avec 45% de salariés. Ils sont minoritaires. On veut notre propre Sécu. On veut nos propres régimes. Et qu'est-ce qui va l'emporter? En 70 ans, qu'est-ce qui va l'emporter? C'est le salariat, pas les indépendants de 1945, de 1936 ou de 1910 ou du temps de Zola. Le salariat met 70 ans, 80 ans pour se construire. C'est là que le Code du travail, qui au début avait 3 lois, passe à 600 lois. C'est là où les prud'hommes s'instaurent. C'est là où Ambroise Croizat met en place les bureaux et construit toute l'administration de la sécurité sociale. C'est là où l'inspection du travail se recrute sur concours et commence à cesser d'être aux tables des patrons parce qu'il y a des devoirs qui se créent. C'est là où il y a des médecins du travail. Et c'est là où il y a des institutions représentatives du personnel. On disait IRP, quand même des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, des membres des comités hygiène sécurité plus tard, et puis des membres des mutuelles, et puis des délégués syndicaux. Et tout ça, vous savez, c'est récent. C'est récent. Le salariat est récemment majoritaire. En fait, il devient majoritaire. Je ne vais pas pouvoir tenir debout tout le temps, vous me permettrez. Il devient majoritaire en 1981-82. Même en mai 68, le salariat est moitié-moitié avec les indépendants. Dans les années 70, beaucoup de choses sont gagnées dans tous les domaines que j'ai énumérés précédemment. Et en 80, d'ailleurs, je ne vais pas le citer souvent, mais François Mitterrand a une phrase qui lui sera reprochée par ses amis propres. Il dira « c'est la majorité sociologique qui m'a élu ». Mais oui, c'était juste la majorité sociologique qui pouvait avoir assez de voix pour voter à gauche et battre dans une élection les candidats de droite, alors qu'ils avaient été conçus, la personnalisation de la politique à droite par le référendum de 1962 avait été conçue pour que jamais la gauche ne gagne. Et en vérité, c'est parce que le salariat est devenu majoritaire que la transformation sociologique, politique, organisationnelle dans les entreprises dont je viens de parler à toute vitesse, que ça a permis de gagner en 81 et de regagner plus tard à quelques occasions. Et le salariat atteindra, dans les années 90, 90% de la population active. 90%. Nous sommes sans doute aujourd'hui, parce que Macron a fait reculer, à 87-88%. Mais 90% de la population active a donc un statut, un code, des conventions, une protection sociale. Tout ça basé sur le travail. Marlon Brando, il n'imaginait pas ça quand il parle aux propriétaires terriens. Il n'imagine pas qu'en virant les esclaves, ou en faisant des économies sur leur santé et sur leur retraite, ça allait revenir autrement, dans la liberté, dans le rapport de force, avec un statut. Vous savez que Macron s'est fait élire en 2017 dans son livre « Révolution ». C'est quand même un gars qui s'est fait élire avec un livre qui s'appelle « Révolution ». Et dedans, il dit « ça sera une société sans statut ». Ça sera une société post-salariale. Et il défend Uber, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs qui n'ont pas le statut de salarié. C'est comme si je vous décrivais une courbe dans le XXe siècle où le salariat commence, progresse fortement, se dote de toute une somme de statuts, devient majoritaire, 90% des actifs. Nous sommes en 2020, 30 millions de salariés. Je dis toujours ça pour donner confiance, parce que quand même, on est passé de 3 millions à 30 millions, on a gagné beaucoup de choses. Comment arriverait-il à nous le reprendre quand on est 30 millions? C'est normal. À 30 millions, on devrait être plus fort. Alors c'est pour ça qu'ils divisent tellement les catégories de salariés, les intérimaires, les CDD, tout ce qu'on peut inventer comme statut qui puissent opposer les uns aux autres, ils le font pour pas qu'il y ait le sentiment qu'à 30 millions, on est tellement fort qu'ils ne peuvent pas nous reprendre ce qu'on a gagné. Dit ça avec la question de la Sécu. Et il faut pour ça embrouiller la Sécu.
pour ça que le sketch était très bien. Je le redis, parce qu'il montre comment toutes les radotages qu'ils peuvent avoir font, par exemple, une discussion avec Jean-Pierre, parce qu'il me dit, en ce moment, les gens écoutent le budget. Alors, il y a le budget de la LFSS, puis il y a le budget de la loi de finances tout court. Puis vous remarquez, ils passent une semaine sur l'un, une semaine sur l'autre, une semaine sur l'un, une semaine sur l'autre. Des millions de gens ne perçoivent pas quelle est la différence entre les deux budgets, par exemple. Alors que ce sont deux budgets séparés. Il y a 3 budgets en France, pas 2, 3. Il y a le budget des collectivités territoriales, il y a le budget de la protection sociale, et il y a le budget de l'État. Alors je vous donne tout de suite les clés, parce que bon, moi je suis battu toute la journée avec des gens sans faire de sketch, mais quand même. Le budget de la protection sociale, c'est 850 milliards. C'est le plus gros. On est tellement nombreux, 90% des actifs, 30 millions, que nos cotisations, c'est ce qui rapporte le plus. C'est pas le budget de l'État, hein. C'est le budget de la protection sociale qui est le plus gros. 850 milliards environ. 500 à la louche pour la santé, la sécu, et puis 350 pour les retraites. 850 milliards. Le budget des collectivités territoriales il est beaucoup plus petit. Il est autour de 280 milliards, ça doit être en dessous de 300 aujourd'hui. D'accord ? Et le budget de l'État est plus petit aussi. Et il se discute en ce moment, mais c'est entre 500 et 600 milliards. 850, 300, 5 ou 600 milliards. Vous arrivez à peu près aux 1700 et quelques milliards qui font la totalité des 3 budgets. Mais d'ordinaire, quand même, dans n'importe quelle entreprise ou n'importe quel comptable, tous ces libéraux experts, ils comptent budget par budget. Je me rappelle, inspecteur du travail, j'ai été pendant 30 ans. C'était qui ? Thierry Mugler. Le jour où il avait décidé de licencier dans son truc de vêtements, il a séparé les parfums du reste de l'entreprise. Comme les parfums apportaient à peu près 80% du budget, il n'était pas difficile de montrer qu'une fois qu'on avait séparé les deux budgets, l'autre budget pour la fringue était en déficit et donc on licenciait. Et c'est facile quand vous faites de la comptabilité et les capitalistes le font partout, budget par budget. En France, non. La Cour des comptes ne fait pas budget par budget, vous vous rendez compte ? Elle compte, mais pas les budgets. Parce que si elle comptait les budgets, sur celui de la protection sociale, 850 milliards, il ne génère que 9% de la dette du pays. Si elle comptait par budget, le budget de l'État, il génère 83% de la dette du pays. Et les collectivités territoriales, 8%. Il n'y a pas de problème avec la protection sociale. Il n'y a pas de vrai problème avec les collectivités territoriales. Il y a un vrai problème avec le budget de l'État. 500 ou 600 milliards, 83% de la dette. Alors c'est important parce qu'on nous a tellement baratiné avec la dette que c'était extraordinaire. Alors il y a tellement de façons de présenter la dette. Vous la divisez sur 8 ans pour la rembourser. Vous n'avez plus qu'à 450 milliards. Bayrou a oublié quand il faisait notre baratin cet été sur la dette que lui-même voulait séparer la dette Covid du reste de la dette. Il voulait que ça soit une dette blanche. Que Van der Leyen, ils ont décidé de séparer la dette émanant de l'augmentation des budgets armement. Vous avez vu que la bourse augmente en ce moment. C'est pas parce qu'ils font des scanners et des IRM, hein, c'est parce qu'ils font des armes. Et donc toutes les grosses boîtes, Safran, Thales, etc., font un béné en ce moment considérable. Et donc la bourse augmente, quoi. Ça c'est... Oui, mais pour l'instant c'est ça, hein. Et donc, sur le plan de l'argent qui est donné pour l'armement, les grosses boîtes font leur budget sans problème. Alors, comment on peut traiter le budget de l'État ? Alors, ils dépensent pour les armes. Il n'y a plus d'argent pour les écoles. Ils dépensent pour Thales. Il n'y a plus d'argent pour les scanners et les hôpitaux. Et ensuite, après, ils font, avec Macron, vous le savez ça, parce que cette enquête a été extraordinaire quand même, 211 milliards d'assistanat aux chefs d'entreprise. Alors les 211 milliards, en général la phrase dans les journaux c'est marqué 211 milliards donnés aux entreprises. Moi je dis d'assistanat aux chefs d'entreprise. Parce que ça ne va pas aux entreprises, ça va aux patrons qui en font ce qu'ils veulent.
Ensuite, les 211 milliards, ils sont incontestés. C'est une enquête qui a été faite par le Sénat, c'est pas les plus progressistes. Hein. Ils ont été unanimes, toutes les composantes politiques y étaient. Alors il y a une contre-offensive qui a dit oui, mais dedans il y a les entreprises publiques. Non, il n'y a que les entreprises privées. 211 milliards. Mais sur un budget de l'État dont j'ai dit qu'il était autour de 500. Presque 40% est donné. Ah oui, mais ça sert parce que après ça revient. Ben non, ça revient pas. C'est ça tout le problème. Ensuite, après, oui, mais ça crée de l'emploi. Ben non, il licencie. Ah oui, mais ça maintient l'industrie en France. Ben non, l'industrie est passée en dessous de 10%. Alors, à quoi servent ces 211 milliards? Ils sont des dépenses. Alors, c'est extraordinaire parce que, donc, nous payons des impôts qui vont dans le budget de l'État. Et avec ces impôts, Macron donne 211 milliards aux entreprises qui s'évadent. Parce qu'elles vont pour l'essentiel dans les paradis fiscaux, elles sont placées dans des conditions sans contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Le chômeur est contrôlé 3 fois plutôt qu'une, mais le patron qui a reçu 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, il n'est pas contrôlé. Il n'y a pas de conditions. On vous donne l'impôt pour la recherche, il n'y a pas de conditions pour trouver. Vous pouvez faire autre chose comme Sanofi. Donc en vérité, ce qui se passe avec le budget de l'État, c'est que la dette est entretenue, quoi. Hein, elle est provoquée. Les gens disent, mais vous êtes fous, vous ne savez pas ce que c'est une dette de 3400 milliards. Ah bah oui, non, on ne sait pas ce que c'est. Parce que Macron, à lui tout seul, a fait 1000 milliards en 8 ans. Enfin, là, c'est facile de se moquer. Il y a tous ceux qui se moquent du Mozart, de la finance, de tout ça. Dans le temps, on disait, c'est la gauche qui fait la dette. Non, lui, tout seul, 1000 milliards. 1000 milliards, tout seul. Et avec de l'État, avec ce que je viens de dire. Et je ne parle pas de la dette de la protection sociale, puisque j'ai dit qu'elle était quasiment nulle. Parce que 9% sur 850 milliards, entre nous, on pourrait dépenser beaucoup plus. Hein, pour nos soins, nos santé, nos hôpitaux, nos urgences, l'éducation, les médecins, et tout peut être dépensé plus sur les 850 milliards. Et en plus, les 850 milliards, c'est des cotisations. Mais vous savez ce qui est arrivé aux cotisations depuis 30 ans, 40 ans? C'est qu'elles baissent. Alors on dit, oui, c'est parce qu'il y a moins de salariés. Alors là c'est un cercle vicieux. Ils licencient, il y a moins de salariés, les cotisations baissent, on ne peut plus soigner les salariés qui restent. Marlon Brando est content. Ou alors c'est autre chose qui se passe. C'est-à-dire qu'en vérité, l'argent des cotisations, s'il était vraiment lié au salaire et progressait avec les salaires, on n'aurait pas 850 milliards aujourd'hui, on aurait 1000 milliards pour la protection sociale. C'est parce que les salaires ont été bloqués depuis des décennies et parce que les cotisations ont baissé de facto que nous n'avons que 850 milliards. Et n'avoir que 9% de dette sur 850 milliards, je le répète, c'est peu. Alors après, il faut avoir la mystique de la dette. Il ne faut pas avoir de dette. Hein. Un État, c'est comme un ménage. Il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Alors ça, c'est dans le sketch, il faut le rajouter, parce que c'est une des phrases les plus souvent dites. Hein. Mais un État, c'est pas un ménage. Voilà. L'État portugais, c'est moi, j'ai étudié beaucoup, j'ai même fait un bouquin là-dessus, mais il a eu 40 ans de dictature sous Salazar entre 1934 et 1974. Le mec était à la tête, il faisait appeler docteur Salazar. Il ne voulait pas qu'il y ait un escudo qui manque à la fin de l'année dans les caisses de l'État. Donc dès qu'il y avait zéro, pouf, bloqué, ben, il a fait de son pays le plus pauvre d'Europe. Parce qu'un État doit avoir des dettes. Un État doit dépenser plus que ce qu'il gagne. Un État doit investir. Un État doit soigner ses citoyens. Il doit éduquer ses citoyens. Il doit protéger par rapport aux accidents et au changement climatique. C'est la tâche d'un État. C'est pas de faire de la comptabilité, c'est de protéger. Et en ce sens-là, ça peut être fait de façon absolument élémentaire. C'est pas seulement la taxe Zuckman, hein. Mais le salaire, c'est essentiel. Le salaire, c'est le prix de ce que nous produisons. Seul le travail crée de la valeur. On dit non, c'est pas vrai, c'est le patron, il investit et tout. Ben, le patron peut investir s'il a d'abord fait de l'argent sur le dos d'un travailleur qui lui permet d'avoir l'argent qu'il pourra investir. C'est-à-dire que le cycle, c'est simple, c'est le travail crée de la valeur.
Seul le travail crée de la valeur. Et donc, à partir de là, vous avez quelque chose qui vous dit comment on peut s'en sortir. Vous augmentez les salaires. Et les salaires, on n'a pas l'habitude peut-être, moi je suis un syndic. Enfin, ma première carte à la CGT, c'était en 1963. J'ai quand même milité beaucoup, mais j'ai trouvé qu'on ne disait pas souvent salaire net et salaire brut. Et moi, j'aime bien qu'on parle des deux. Parce que c'est ça la réponse à Marlon Brando. Le salaire net, c'est ce qu'on a pour vivre le mois. Le salaire brut, c'est ce qu'on a pour vivre toute la vie. C'est ce qui est mutualisé pour pouvoir faire face à la maladie, à la retraite, à l'accident du travail, à la location familiale quand c'était compté dessus, et au chômage. Et donc le salaire brut sur la feuille de paie, il faut le regarder, il faut apprendre les gens. Ici dans cette salle, je sais que je prêche que les convaincus et que vous avez l'habitude, vous connaissez ça. Mais combien de gens ne regardent pas leur feuille de paie ? Il faut leur dire, regardez votre feuille de paie, c'est la leçon d'économie, de protection sociale et d'histoire, et c'est y compris l'avenir sur vos feuilles de paie. Parce que l'avenir, ce sera d'augmenter progressivement le salaire brut, de façon à faire face à tout ce qui est collectif dans de meilleures conditions et meilleur pour l'ensemble, le bien-être de tout le monde, par rapport au salaire net. Ce que vous propose aujourd'hui le Rassemblement national, c'est de baisser le salaire brut pour le rapprocher du net. C'est Marlon Brando. On va vous enlever votre santé, votre retraite, tout ça, et puis vous vous démerderez avec ce qui restera sur le bas de la feuille de paye. La feuille de paye est une leçon de choses en ça. Le salaire net et le salaire brut. Le salaire immédiat, même les retraites. Parfois on me disait c'est un salaire différé. Et parfois j'ai corrigé parce que normalement les retraites, c'est un salaire en temps réel, en direct, de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent plus. Ça ne devrait pas passer par des caisses de retraite, si j'ose dire, sauf momentanément. Ça ne devrait pas être bancarisé. Ça ne devrait pas être mis dans des plans épargne, et surtout pas dans des fonds de pension. Ceux qui mettent dans des fonds de pension, je leur dis, ne faites pas ça, vous allez tout perdre. Ils vous prendront tout. Il y a des dizaines de millions de salariés, centaines sûrement, anglo-saxons, qui ont tout perdu, parce que les fonds de pension coulaient. Il y a même des choses drôles. Allez, je ne l'ai jamais fait celle-là. Moi, je regarde n'importe quoi de temps en temps quand je m'ennuie. Vous n'avez pas vu un film qui s'appelle Equalizer avec Denzel Washington? Ouais, c'est un gars qui est Robin des Bois, alors il fait du bien. Alors il s'occupe de défendre des jeunes filles éplorées. Et dans le dernier, le numéro 3, il va en Sicile, il se bat contre la mafia, il gagne contre la mafia, et il ramène l'argent à son voisin, à Boston, qui est un maçon et qui a tout perdu dans sa retraite parce que le fonds de pension est coulé. Vous faites 2 heures de film hollywoodien pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas être pour la retraite par capitalisation. Et que la retraite par répartition, c'est bien plus sûr. Le travail crée de la valeur, ça c'est sûr. Sinon la mafia va détourner vos fonds de pension et vous n'aurez pas votre retraite. C'est facile à dire ça aux gens. Ne croyez pas une seule seconde que la banque est plus sûre que le travail de votre fils. L'idée que la retraite est basée sur le travail, qu'elle figure sur la feuille de paye, que c'est une cotisation, est une idée en soi. Elle a été très discutée au début du siècle dernier. Parce qu'une partie des syndicalistes croyaient que ça ne marcherait pas, qu'on se ferait voler quand même l'argent, qu'on mourrait avant de le recevoir, etc. Mais il est prouvé qu'on peut faire face, payer des retraites décentes, et qu'on peut le faire avec le travail, et qu'on peut mutualiser cette somme et le reverser en direct. L'idée de fonds de pension, ils vont nous ressortir ça, hein. Il ouvre demain le Cornu, la nouvelle session de discussion sur le, je sais pas quoi, un conclave, quoi. Mais ils vont réouvrir là-dessus pour nous faire la retraite par capitalisation ou un autre système sur des points qui seront ensuite jugés politiquement, qu'on pourra baisser, monter, etc. Donc pas sur le travail, pas sur le fruit du salaire et de la cotisation. Ils essaient de faire ça parce que c'est pour eux la meilleure façon de mettre la main sur 350 milliards dans le budget protection sociale. Et c'est la même idée, évidemment, sur la santé.
C'est-à-dire, si vous pouvez privatiser, favoriser tout ce qui privatise la santé, vous le faites. Et tout n'a pas pu être fait après la libération, hein. Parce que bon, on n'a pas pu s'attaquer aux trosses du médicament, il n'a pas pu s'attaquer à l'ensemble des dépenses de privé, de la médecine privée, des hôpitaux privés, des cliniques privées, de la recherche privée, etc., où des centaines de milliards disparaissent, alors que tout ça devrait être dans un même organisme. Moi, je suis évidemment pour une sécurité sociale à 100%. Hein, c'est-à-dire, il y a 411 mutuelles en France. Les frais de gestion de ces mutuelles, en moyenne, c'est 25%. Les frais de la sécurité sociale, c'est autour de 4, 5 ou 6%. Ça dépend comment on compte. Une seule grande sécurité sociale, en soi, est déjà une économie pour eux qui prétendent vouloir en chercher. Mais évidemment, pour ça, il faut qu'il y ait une mutualisation à 100%, universelle. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout du projet de la sécurité sociale et non pas le laisser reculer en laissant démanteler le statut du salariat et tout ce qui a été acquis depuis 80 ans. Et arriver à une seule grande mutuelle, une seule grande mutuelle, c'est bien spécifiquement séparé de l'impôt. Parce que l'impôt et la cotisation, ils appellent ça des prélèvements obligatoires. Je me suis battu ces derniers jours contre un type qui me disait ouais, 57% de prélèvements obligatoires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez pas mettre l'impôt et le salaire dans le prélèvement obligatoire. Le salaire, c'est le salaire, l'impôt, c'est l'impôt. L'impôt est un prélèvement obligatoire fait que sur les citoyens pour le budget de l'État. Bon. Les cotisations sociales, c'est dans le contrat de travail, et vous avez des cotisations proportionnelles. J'attire toujours un petit détail qui parfois surprend, plafonnées, parce que si elles sont au contraire de l'impôt qu'on cherche à déplafonner là, avec Zuckman, les cotisations, elles sont plafonnées, parce qu'elles sont faites pour servir la santé et tout ce qu'il y a besoin en protection sociale. C'est pas un impôt progressif qui vise les riches. Non, il vise à satisfaire tous les besoins, ceux des riches et ceux des pauvres. Raffarin avait une formule dans le temps, il disait « Oh oui, mais il faut arrêter avec la sécurité sociale, on doit réparer le bras du gars qui se casse la figure sur le trottoir en sortant de l'usine, mais pas de la même façon que le gars qui se casse le bras au ski pendant ses vacances. » Moi, je suis pour réparer le bras du gars qui se casse au ski de la même façon que le gars qui se casse le bras au sortir de l'usine. Je veux même qu'ils soient dans la même chambre de l'hôpital, si c'est possible. Je veux qu'ils partagent 2 lits, ils se rencontreront à cette occasion. Je veux pas avoir une santé à 2 vitesses. Comme Alain Main qui dit « Oh, c'est bien la Sécu, moi, mon père, il a vécu jusqu'à 101 ans, eh ben, il a été bien soigné et tout ça. Mais je dois dire, on est tellement riche que finalement, il n'y avait pas besoin de nous payer tout ça. Moi, je veux payer pour le père d'Alain Main, pour que tout le monde reçoive la même part en matière de santé, de droit et de protection sociale. » Et ça, c'est le concept important de la sécurité sociale. C'est celui qui est un partage des besoins vitaux, fondamentaux, que nous avons tous. Alors, bien dans le sketch, c'est le gars qui dit « Ouais, mais moi, je vais me démerder tout seul. Je vais économiser pour moi. Je veux être maître de mes cotisations. Je veux être maître de la mutuelle que je choisis. » Ouais, bah d'accord. Débrouille-toi pour ton cancer. Il y a 750 000 cancers par an. La loterie n'est pas la même pour tout le monde. Mais il y en a aux États-Unis qui vendent tout, leur maison, leur fonds de pension, parce qu'ils ont un cancer. Nous, tout le monde est soigné pour le cancer, ou doit l'être en tout cas. Et c'est ça la visée de la sécurité sociale. Et donc, en vérité, c'est une mutualisation, c'est-à-dire celui qui n'a pas de cancer, c'est vrai, il va payer un peu pour celui qui va avoir un cancer. Mais comme dans cette loterie, personne ne sait qui va l'avoir à l'avance, c'est un bon système. Et il ne coûte pas si cher que ça. Vous savez que là, les arguments toujours aux États-Unis, c'est qu'ils dépensent, je crois, maintenant ça doit être autour de 18,5 à 19% du produit intérieur brut pour la santé. Alors que nous devons dépenser autour de 11,5 ou 12% nous autres. Oui, ils dépensent plus, mais pour la peau des fesses des stars. Pas pour le pauvre gars qui n'est pas soigné et qui doit sortir sa carte bleue à la place de la carte vitale parce qu'elle n'existe pas.
Et donc les inégalités, c'est dépenser plus avec l'inégalité. Nous, on dépense moins avec une forme d'égalité. Et ça, encore une fois, le principe de la sécurité sociale, ils veulent l'attaquer parce que c'est toute la conception de la société, des rapports entre les humains que les riches ont. C'est quand même terrible en ce moment quand on ouvre un poste de radio. Ils sont en train de se battre H/24 pour 180 milliardaires dans ce pays qui veulent pas céder, quoi. Et il est plus difficile de leur prendre 2% sur 100 millions que de nous prendre 2 ans sur notre vie pour passer de 62 à 64 ans. Et c'est anormal, parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on a tous les mêmes intérêts. Ah ouais, mais le salariat, c'est un peu compliqué, parce que salariat. Moi, j'utilise toujours le mot salariat, parce que il englobe mieux prolétariat, classe ouvrière, employés, cadres et tout ça. C'est le point commun, salariat. Le bulletin de paye, c'est le point commun. Il n'y a pas les différences qu'il y avait dans nos mémoires. Moi, je vois encore mon père en bleu, attaché avec une ficelle en plus venant du fond de la cour. Il était chaudronnier menuisier. On disait l'école bleue, puis l'école blanc. Mais ça n'existe plus, ça. Même à Arcelor, vous savez, les gars, ils sont clean devant les ordinateurs. Ils sont ouvriers. Les différenciations sont moins importantes dans le salariat aujourd'hui qu'hier. J'aime pas les expressions précariat ou tout ce qui crée des catégories. Je suis un militant de l'unification du salariat. Un militant de l'unification. Je sais qu'on peut, à loisir, trouver toutes les différences entre le facteur, les boueurs, l'infirmière, la caissière. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Le SMIC, de 2 300 000 le SMICard. On dit qu'on a 30 millions de salariés, on a 6 millions de chômeurs. En fait, c'est des salariés temporairement privés d'emploi. On est d'accord là. Bon, vous avez 5 millions, 6 millions de cadres maintenant, 6 millions d'employés, 6 millions d'ouvriers, dont 2 millions d'industries. En vérité, sur les 30 millions, 95% gagnent moins de 4 000 euros. Le salaire médian est à 2028 euros. Et médian, ça veut bien dire ce que ça veut dire. 50% en dessous de 2028 euros, c'est bas. Moi, je suis pour unifier le salariat. 300 euros pour tout le monde tout de suite. Sur le SMIC et par répercussion sur toutes les conventions collectives, dans les négociations des coefficients, des échelons et des niveaux, pour que tout le monde bénéficie. On a un rattrapage de 3 décennies sur nos salaires par rapport aux riches. De 3 décennies. Au-dessus, il y en a qui gagnent 600 fois le SMIC. C'est impossible, pas plus de 20 fois le SMIC. Ça fait beaucoup en plus. 20 fois le SMIC, c'est beaucoup. Mais c'est anormal dans une société humaine qu'il y ait des écarts de salaire de 1 à 600. À l'école, vous êtes noté de 1 à 20. Pourquoi on vous paye de 1 à 600 plus tard? Et donc, il faut baser le salaire. Salaire maxima, salaire minima, augmentation des salaires, salaire brut qui progresse au lieu de régresser. Parce que là ils vont vraiment faire la charge pour 27, c'est sur le thème, on va essayer de fiscaliser la sécurité sociale, on va plus baser ça sur le salaire, et ça fait que le coût du travail coûte trop cher. Non, c'est le coût du capital qui coûte trop cher. Le coût du travail, il coûte pas trop cher. Il est même inversé, le coût du travail. Quand vous travaillez pour un patron, le patron, il vous donne rien. Vous produisez. Et le patron, il fait des bénéfices sur votre travail. S'il ne fait pas de bénéfices sur votre travail, il ferme la boîte. C'est vous qui le payez. C'est pas lui. Tous les salariés payent leur patron. La question, c'est dans quelle limite ça se fait. Et donc, le salaire maximum doit être imposé. Il faut un MeToo contre les riches. Faut arriver à avoir une indignation. C'est ce qui est en train de se produire, je trouve, en ce moment, avec ce débat sur Zuckman, allégé ou pas allégé, etc. C'est que c'est anormal que H/24, les 117 ou 147 milliardaires résistent. Ça doit être évident. D'ailleurs, ils ont tort de résister. À un moment donné, dans les sociétés, ça explose. Moi, je suis un vieux 68ard.
J'ai dit que ma première carte CGT était en 63. Et ben en 66, 67, on me disait c'est foutu pour la classe ouvrière. J'entendais ça. Hein. C'est le tiercé, c'est la bagnole, c'est les crédits. Et il n'y aura plus jamais de juin 36. J'entendais ça, j'avais 20 ans. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais une foi de charbonnier. Je pensais que non, pas du tout, ça allait arriver. Quand mai 68 est arrivé, je me suis épanoui. C'est comme si j'étais un acteur, un producteur, tout à la fois. Et je voyais bien, et les gens en mai 68, ils apprenaient plus en 3 jours ou en 3 semaines qu'en 30 ans. Toutes les consciences se transforment quand ça explose. Moi, je vous le dis, ça explosera. La seule chose qu'on ne sait pas, si c'est demain, après-demain ou dans l'année prochaine. Mais je veux toujours vous confier une foi de charbonnier. Croyez toujours que c'est demain. On ne peut pas être syndicaliste et pessimiste, c'est impossible. Et on ne peut pas être pessimiste et militant. Il y a quelque chose qui cloche. Ce qu'il faut communiquer, c'est de la confiance. C'est ce qui manque peut-être le plus. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs, de difficultés, et encore. Hein. On va fêter les 30 ans, là, on est en novembre, de novembre-décembre 95. Mais avant novembre-décembre 95, j'entendais déjà des gens qui me disaient c'est foutu. Juppé voulait déjà le plan, la sécu, les retraites, etc. Novembre-décembre 95, c'est une grève générale de plus de 3 semaines. Quand même pas rien. Après, il y a eu des échecs. Pour défendre la retraite, les enseignants ont payé très cher en 2003. Très très cher, ce qui explique beaucoup de choses sur les enseignants depuis. Mais bon, quand même, 2010, c'était pas rien. Il y avait des moments où ils avaient peur, ils le confessent, pas seulement quand il est à la santé, Sarkozy, mais ils le confessent parce qu'ils ont eu peur à ce moment-là, en octobre 2010. Et puis ensuite, après, le premier semestre 2023, 34 manifestations, 34 millions de gens dans 14 manifestations. Alors j'additionne, il y avait souvent les mêmes, mais il y a probablement 5, 6, 7 millions de gens qui ont manifesté au moins une fois dans ces 14 manifestations. Et le premier semestre de 23, il taraude encore notre société en profondeur. Qu'on en soit encore à discuter. La preuve qu'on n'est pas battu de la remise en cause des 64 ans, il grignote. Non, c'est pas une suspension, c'est un décalage. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Les gens ne se résignent pas, ni au décalage, ni en suspension. Ils veulent une abrogation. Ils ne veulent pas ces 2 ans en plus. Là, la taxe Zussman, on nous dit que maintenant, dans tous les sondages, elle est à plus de 85% populaire. Mais les gens ne savent même pas qui c'est Zussman dans leur grande majorité. Zussman, vous l'avez entendu, oui, un matin, c'est quoi? C'est une taxe sur les riches. Oui. Bon. Et donc, ce mouvement-là de volonté de partage, d'augmentation des salaires, d'augmentation des cotisations et d'un autre système social, c'est celui qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il vous parlait des 80 ans de la Sécu. Moi, j'ai 80 ans cette année, je suis comme la Sécu. Je suis de 45, je fais un retour de guerre, si j'ose dire. Et là, on fait quelque chose qui est essentiel pour une société du futur. Moi, je vois toujours, on parle d'une 6e République, je vois toujours la 6e République avec 3 chambres. Une Assemblée nationale, pour toutes les questions politiques et régaliennes, comme on dit. Une chambre des comptes de protection sociale. C'est-à-dire à nouveau élire les représentants qui dirigent la Sécu. Comme c'était jusqu'en 1995. Ça n'a été supprimé que par Juppé il y a 30 ans. Mais élire les représentants aux caisses, c'est reprendre en main la Sécu. Je suis contre la LFSS. Ça paraît à contre-courant, on ouvre le poste de la LFSS. Je suis contre la LFSS. Je suis contre que ce soit Bercy. C'est pas à Bercy de fixer un ONDAM. Vous savez ce que c'est l'ONDAM? Office national de dépenses pour les assurances maladie. Il y a un mec tout seul dans son bureau à Bercy qui a décidé qu'on allait passer de 2,8 à 1,3 pour l'ONDAM cette année. Ça veut dire quoi? Entre 2,8 et 1,3, c'est plusieurs milliers de morts ou dizaines de milliers de morts, de gens pas soignés, parce qu'on ne doit pas dépenser plus si on passe de 2,8 à 1,3. Et à 1,3, vous avez rien dans les hôpitaux, vous avez plus de... Voilà, tout ce qu'on connaît. Et donc l'ONDAM, il le fixe... Qu'est-ce que c'est qu'un ONDAM? C'est déjà criminel
d'imaginer, de dire qu'on va imposer à un pays une limite pour soigner ses habitants, pour soigner ses citoyens. Hop, hop, j'ai décrété, au doigt mouillé, que c'était plus de 8, 1, 3, avant de commencer l'exercice. Hein. C'est pas sous la pression des besoins, c'est sous la pression d'un technocrate dictatorial qui décide que. C'est comme ceux qui avaient décidé les critères de Maastricht il y a 40 ans, quoi. Pas plus de, comment c'était alors, 1,5% pour l'inflation, il n'y a pratiquement plus aucun État. Pas plus de 3% de déficit, il n'y a pratiquement aucun État. Et pas plus de 60% de dette par rapport au PIB, ouais, il y en a encore quelques-uns sur les 27 États européens, mais ces critères sont restés. Les deux gars qui les avaient désignés, ils s'appelaient L'Abeille et d'Avignon. Deux gars inconnus de vous tous et de nous toutes. C'est eux qu'on dit 3%, 1,5% et 60%. Et là, je cherche à traquer le gars qui, à Bercy, a dit l'Ondam l'année prochaine, en 26, on passe de 2,8 à 1,3. Vous allez mourir à cause d'un gars qui, à Bercy, a dit on passe de 2,8 à 1,3. On ne peut pas raisonner comme ça. Pour bâtir une politique de santé, de protection sociale, c'est avec la participation des citoyens. Il faut avoir des choix. C'est vrai qu'il faut avoir des choix sur le nombre de scanners, il faut avoir des choix en matière d'orientation de santé, sur le cancer, la recherche, etc. Mais ça doit être fait par les gens qui sont intéressés, pas par des technocrates qui décident à leur place et qui fixent des quotas pour le nombre de scanners. C'est le besoin qui doit commander. Et donc je suis pour des élections aux caisses de sécurité sociale, comme Ambroise Croizat les avait conçues au début. Ça a été remis en cause dès les ordonnances de Pompidou de Gaulle en 1966 et 67. Ça a été les dernières élections, moi, je me rappelle encore, c'est 1983, peut-être parmi vous, quelques-uns se souviennent. Je tenais un bureau de vote comme inspecteur du travail dans le 2e arrondissement de Paris. Je regardais, mais les gens venaient voter. Ça paraissait exceptionnel. Les élections en 83 pour élire les représentants aux caisses. Mais les gens venaient voter parce que c'était eux, c'était leur vie. C'était leur santé, leur protection qui était en cause. Et après, Rocard a décidé que non, on reporterait. Et il est comme dans une république bananière, ils n'ont pas fait les décrets de convocation des élections. Balladur, ensuite, a fait pareil, a pas fait alors qu'elle devait avoir lieu tous les 5 ans. Et puis Juppé a dit, faut arrêter ça. Et ça a été arrêté en 95. On a gagné cette année-là sur les retraites et sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. Et donc on a la LFSS à bas la LFSS. Je sais que ça paraît un peu bizarre au milieu de tout ce qui se dit et qu'il n'y a pas beaucoup de voix qui disent ça, mais je vous invite à ne pas oublier de le dire quand vous discutez avec vos voisins, de dire que cette loi, ce système de loi est inique et qu'il y a l'argent pour nous soigner, il n'y a pas de problème de dette artificielle créée, invoquée. Je voulais dire un mot que je n'ai pas dit sur la dette tout à l'heure. Vous savez qu'il y a une définition dans le droit international d'une dette odieuse. C'était en 1898, les Américains ont coulé un bateau, ont auto-coulé un bateau qui s'appelait le Maine dans la rade de la Havane, et ils ont fait la guerre contre l'Espagne pour les virer et reprendre Cuba. Et les Espagnols ont dit, bah oui, mais d'accord, on vous laisse Cuba, mais vous devez payer la dette de Cuba, vous devez nous la payer. Les Américains sont partis dans un procès international sur le thème ça va pas, les Cubains se sont libérés de vous, c'est pas pour payer pour le prix de leur libération. Et ils ont gagné le procès international et qui a défini les critères d'une dette odieuse. Ça s'applique à beaucoup de dettes que nous avons aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, et ça permet de remettre en cause et de relativiser les dettes et non pas de les prendre comme un coup de massue sur la tête auquel on doit s'exécuter, auquel on doit céder, ni à la dette, ni à la baisse de nos salaires, ni à la non-reconnaissance du salariat, des 30 millions que nous sommes et qui sommes normalement invincibles. Merci.